Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir de Télé Liban. Au cœur des débats du Conseil des ministres, la proposition du ministre de l'Intérieur visant à dissoudre l'association Risalat et à lui retirer son autorisation légale suite à la polémique suscitée par une récente manifestation sur le site de la Roche de Raouché. Le Premier ministre Nawaf Salam s'était dit déterminé à aller jusqu'au bout, même au prix d'un vote. Mais le président de la République, Joseph Aoun, soucieux de préserver l'unité de l'exécutif, a tenté de désamorcer le conflit et d'éviter un éclatement du gouvernement. Finalement, le gouvernement a pris la décision de ne pas retirer la licence de l'association Risalat et de reporter la décision sur cette question jusqu'à la fin de l'enquête. Par ailleurs, le chef de l'armée a présenté le rapport mensuel sur le plan de désarmement au Conseil des ministres. C'est sur la route de Zibdin à Nabati qu'un drone israélien a visé une voiture. À l'intérieur, un couple, l'homme aveugle depuis l'explosion des beepers attribués au Mossad l'année dernière et son épouse qui conduisait. Tous deux sont morts sur le coup selon le ministère libanais de la Santé publique. Un autre passager a été blessé. Le drame rappelle l'attaque inédite de septembre 2024 quand des beepers et talkie-walkies piégés avaient explosé, tuant 40 personnes environ et blessant des milliers de civils et des membres du Hezbollah. L'homme décédé aujourd'hui figurait parmi les victimes ayant perdu la vue à la suite de ces explosions. Le couple avait déjà perdu ses 2 enfants au début de la guerre. Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme aussi avoir frappé plusieurs cibles du Hezbollah dans la Mecca, notamment des bases de la force Redouane, unité d'élite de la formation pro-iranienne. L'Égypte accueille des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Objectif, tenter de mettre fin à 2 ans de guerre à Gaza et obtenir la libération des derniers otages sur fond de pression accrue de Donald Trump et malgré la poursuite des frappes israéliennes. C'est à Sharm el-Sheikh, station balnéaire de la mer Rouge, que se sont ouvertes des négociations jugées cruciales. Israël et le Hamas, ennemis irréductibles, participent à des discussions indirectes organisées par l'Égypte et soutenues par le Qatar et les États-Unis. Le plan américain dévoilé il y a une semaine par Donald Trump prévoit un cessez-le-feu, la libération des otages encore retenus à Gaza, un retrait progressif de l'armée israélienne et le désarmement du Hamas. Le président américain exige des progrès rapides et a envoyé son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner sur place. Mais sur le terrain, la guerre continue. En 2 jours, près de 80 Palestiniens ont été tués selon les secours locaux. En 2 ans de conflit, l'ONU chiffre à plus de 67 000 le nombre de morts à Gaza, majoritairement des civils, et alerte désormais sur une famine dans le territoire assiégé. Côté israélien, 47 otages sont toujours retenus, dont 25 seraient morts selon l'armée. Leur libération rapide est la priorité affichée de Benjamin Netanyahou, qui soutient officiellement le plan Trump, tout en affirmant maintenir l'armée dans la majorité de Gaza. Le Hamas, représenté par son négociateur Khalil El-Hayya, se dit prêt à entamer immédiatement un échange d'otages contre prisonniers palestiniens, mais rejette tout désarmement et exige un retrait israélien total. Pour Israël, le désarmement du Hamas reste non négociable. Son chef d'état-major a prévenu « En cas d'échec, l'armée reprendra le combat ». Ces discussions en Égypte apparaissent comme l'une des dernières chances de mettre fin à une guerre qui dure depuis 2 ans et dont les civils payent le prix le plus lourd. Téhéran ferme la porte à une reprise immédiate des négociations nucléaires avec l'Europe. L'Iran dénonce le rétablissement des sanctions de l'ONU et avertit que la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pourrait être compromise. La diplomatie iranienne a confirmé qu'aucune reprise des négociations sur son programme nucléaire avec les Européens n'était envisagée, du moins à ce stade. Ismail Baghai, porte-parole du ministère, a dénoncé les conséquences du retour des sanctions de l'ONU
décidées le 28 septembre à l'initiative de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Ces sanctions levées il y a 10 ans dans le cadre de l'accord de 2015 avaient été rétablies pour sanctionner la poursuite de l'enrichissement d'uranium par Téhéran. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran enrichit désormais de l'uranium à hauteur de 60%, un niveau proche du seuil des 90% requis pour fabriquer une arme nucléaire. Le programme nucléaire iranien empoisonne les relations avec l'Occident depuis des années. En 2018, Donald Trump avait retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord, rétablissant leurs sanctions et entraînant la riposte de Téhéran. Dimanche, le chef de la diplomatie Abbas Araghchi a estimé que la coopération avec l'AIEA, le gendarme onusien du nucléaire, n'était plus pertinente tant que les sanctions restaient en vigueur. Une déclaration qui fait craindre une rupture totale avec l'agence. Pour les Iraniens déjà frappés par l'inflation et les restrictions économiques, ce bras de fer diplomatique pourrait encore aggraver la situation. Si Téhéran affirme rester ouvert au dialogue, c'est uniquement lorsque la diplomatie pourra servir ses intérêts nationaux. En attendant, le dossier nucléaire iranien reste plus explosif que jamais sur fond de tensions régionales déjà extrêmes. À peine nommé, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron qu'il a acceptée. Son gouvernement dévoilé hier soir seulement n'aura tenu qu'une douzaine d'heures, plongeant la France dans une crise politique d'une ampleur inédite sous la Ve République. À l'Élysée, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre le 9 septembre, a remis sa démission ce lundi matin à Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a aussitôt accepté. En poste depuis moins d'un mois, son gouvernement n'aura duré qu'une douzaine d'heures. Un record de brièveté qui fera entrer Lecornu dans l'histoire comme le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Il devait présenter demain sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et y défendre ses orientations budgétaires. Mais les critiques, vives et multiples, ont eu raison de sa mission avant même qu'elle ne débute. La gauche, comme l'extrême droite, dénonce une continuité de la politique menée jusque-là et agite déjà la menace d'une motion de censure. Mais c'est surtout la fronde interne de la droite, les Républicains, qui aura précipité la chute. Le parti exigeait un tiers des postes ministériels ainsi que des engagements supplémentaires, notamment sur l'immigration. Le retour inattendu de Bruno Le Maire au gouvernement, accusé par ses détracteurs d'avoir aggravé la situation budgétaire, a mis le feu aux poudres. Résultat, la France se retrouve sans Premier ministre dans une crise politique sans précédent depuis plusieurs décennies. Déjà, certains évoquent l'hypothèse d'une nouvelle dissolution, voire même une démission d'Emmanuel Macron. Avec 5 premiers ministres en seulement 3 ans, Emmanuel Macron se retrouve en première ligne face à une situation explosive. Le pays, lui, attend désormais de savoir qui sera capable de diriger et surtout de durer. Le blocage budgétaire plonge les États-Unis dans la tourmente. Donald Trump a annoncé le début de licenciements définitifs dans la fonction publique fédérale. Un shutdown inédit depuis 7 ans qui menace des centaines de milliers d'emplois et accroît la tension entre républicains et démocrates. Aux États-Unis, le blocage budgétaire prend une nouvelle tournure. Depuis près d'une semaine, les services fédéraux sont paralysés. Des centaines de milliers de fonctionnaires sont déjà au chômage technique, mais désormais des licenciements définitifs ont commencé. Dimanche soir, le président Donald Trump l'a confirmé, des licenciements c'est en cours en ce moment, une déclaration choc, suivie d'accusations directes contre les démocrates qu'il rend responsables de cette crise. Dans la pratique, les fonctionnaires dits non essentiels ne perçoivent plus de salaire. Leur avenir dépendra d'un compromis politique qui semble encore bien lointain. Du côté républicain, le chef de la majorité au Sénat, John Thune, reconnaît une impasse et prévient. Cela va devenir gênant, sans camber la pression sur les démocrates pour céder sur la question cruciale de l'assurance santé publique, l'Obamacare. En face, les démocrates accusent le président de mettre en danger des millions d'Américains. Pour Hakeem Jeffries, chef de la minorité à la Chambre, refuser de prolonger ces aides,
c'est condamner des dizaines de millions de contribuables à payer beaucoup plus cher leur santé. Le précédent shutdown en 2018 avait coûté 11 milliards de dollars au pays. Combien de temps ce bras de fer va-t-il durer? Le dernier mot appartient au Congrès, mais Donald Trump assure qu'il tiendra aussi longtemps que les démocrates le voudront. En attendant, l'Amérique vit au ralenti avec la menace d'une crise sociale majeure. Démonstration de force à Pyongyang. Kim Jong-un a inspecté dimanche le Koyon, premier destroyer nord-coréen de 5000 tonnes, équipé de missiles nucléaires, symbole d'un renforcement naval qui inquiète Séoul et ses alliés. Kim Jong-un poursuit sa stratégie d'intimidation. Le dirigeant nord-coréen a inspecté le Choeyon, tout nouveau destroyer de 5000 tonnes. Un navire de guerre présenté comme capable de punir les provocations ennemies et surtout premier du pays à être doté de missiles nucléaires. Selon l'agence officielle KAKNA, ce bâtiment illustre la doctrine d'autosuffisance, le Juche, au cœur du régime. Sur les clichés, Kim Jong-un apparaît dans une salle de contrôle high-tech entourée de ses généraux. Pour Séoul, cette avancée pourrait bien avoir bénéficié d'un soutien russe, possiblement en échange de l'envoi de soldats nord-coréens en Ukraine, une hypothèse qui, si elle se confirmait, accentuerait encore les tensions régionales. Les Alliés multiplient leurs démonstrations de force. Le mois dernier, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont mené de vastes exercices conjoints. Objectif, dissuader Pyongyang qui dénonce régulièrement ces manœuvres qu'il considère comme des préparatifs d'invasion. Kim Jong-un a annoncé vouloir construire un troisième destroyer similaire d'ici octobre 2026. En parallèle, il a promis le déploiement de moyens spéciaux contre le Sud sans préciser lesquels. Avec 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud, la péninsule reste l'un des points les plus explosifs de la planète. La mise en service de ce destroyer nucléaire vient rappeler que la course à l'armement, loin de s'apaiser, s'accélère. Et enfin, les prix de l'or ont atteint un niveau historique, dépassant les 3 900 $ l'once. Selon l'agence Reuters, ces prix ont été estimés jusqu'à 3 954 $ pour un 6 l'once. Et une question hante les économistes. L'or atteindra-t-il bientôt les 4 000, voire les 5 000 $? Cette envolée s'explique par un regain de demande pour le métal jaune, valeur refuge par excellence dans un contexte marqué par le blocage budgétaire du gouvernement américain et par des anticipations de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Ce record illustre la nervosité des marchés financiers mondiaux. Face aux incertitudes économiques et politiques, les investisseurs se tournent massivement vers l'or pour protéger leurs avoirs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.